Et dans 10 mois, je prendrai le départ de l'Ironman Victoria Gasteiz. Ce qui a été dur, c'est de rester 2 semaines à l'hôpital. Alors que 3 jours avant, je faisais 120 km en vélo, 20 km en course à pied. Il y a 1 an, on m'a diagnostiqué la sclérose en plaques. Et je l'ai tellement intériorisé que c'est mon corps qui m'a dit bon, t'es peut-être pas au courant, mais... Donc ouais, là j'ai perdu beaucoup de mes cheveux. Ça aussi, ça a été très dur. 2 jours après, je pense que j'ai été hospitalisée parce que je ne voyais plus. En fait, je me suis pas dit que je pourrais pas le faire. Je me suis dit, en fait, si. Vous me dites que non, mais je vous jure que si. Le retour de l'hôpital était vraiment dur parce que quand tu restes 2 semaines dans un lit d'hôpital sans vraiment bouger, tu sais plus rien faire en fait. Tu sais plus monter les escaliers. Le fait de sentir que je vis, en fait, que mon corps il vit toujours et il fonctionne toujours, c'est ça que je veux dire. Il m'a pas encore totalement lâché. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue dans Unlimited Talks, un podcast où on apprend ensemble à devenir meilleur. Moi, c'est Jérém et il y a quelques temps, j'ai décidé de changer de vie parce que je voyais que je ne me sentais pas à ma place et que je sentais que je voulais plus dans ma vie. Dans cette quête de changement, je me suis souvent demandé ce qui fait la différence entre ceux qui rêvent de leur vie et ceux qui osent vraiment la construire. Pour le comprendre, j'ai décidé de partir à la rencontre de personnes qui osent, qui passent à l'action et qui se dépassent pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Dans ce podcast, je t'embarque avec moi pour qu'on apprenne ensemble de leur parcours, de leurs galères et de leurs clés de réussite. D'ailleurs, j'en profite si tu veux suivre ces échanges et mon aventure pour devenir un Longeroman, n'hésite pas à t'abonner pour les prochains épisodes. Aujourd'hui, je reçois Louisa que j'ai découvert sur Instagram il y a quelques temps, qui m'a beaucoup inspiré de par son parcours et ses objectifs. Je t'en dis pas plus, je te laisse la découvrir. Dis-moi, présente-toi en 1 minute. Me présenter en 1 minute. Je m'appelle Louisa, j'ai 24 ans. Je fais des études de coach sportif et j'ai fait des études de psycho avant. J'ai commencé le triathlon il y a 4-5 ans. Voilà, je suis quelqu'un de très active dans le sens où j'ai besoin que mes journées soient remplies. Et voilà, grosso modo. Ok. Qu'est-ce qui t'a fait choisir la psychologie puis le sport ? Je me suis un peu perdue parce que de base j'avais choisi le sport, donc les études que je fais actuellement, je les avais choisies en premier. Mais à l'époque, j'étais quelqu'un de très introverti, très stressé par le monde et par le contact en général. Et donc, quand j'ai commencé ces études, je me sentais pas du tout à l'aise. J'étais très stressée, tout ce qui est travaux de groupe ou même le contact avec les gens. Et donc, le coach sportif, c'est ce qui fait 100%. Donc je pensais que ça c'était pas pour moi, donc je suis partie en psychologie pour rester dans le domaine du sport, donc la psychologie du sport. Et puis au fur et à mesure des années, j'ai grandi, je pense, j'ai gagné en maturité. Et je me suis rendu compte qu'en fait, non, ma place c'était vraiment en tant que coach sportif. Et donc sur ma dernière année de psycho, j'ai commencé à faire des formations en ligne. Et après ces formations-là, je me suis dit que c'était pas du tout assez pour pouvoir me lancer. Et j'ai repris du coup les études de coach sportif. Et par rapport à la personne que tu étais, on va dire introvertie, qui osait pas, qu'est-ce qui t'a fait te lancer sur les réseaux il y a quelques temps ? Bonne question. De base, je voulais juste partager ce que je faisais, montrer. En fait, j'aime beaucoup parler et raconter ma vie. Combien on est là pour ça ? Donc, ouais, les réseaux, c'était un moyen de le faire autre qu'avec que mon entourage. Je pense que c'est parfois un peu lourd, je raconte tout le temps la même chose à mon entourage. Et après, les réseaux, au début, j'étais pas du tout à l'aise. Je l'avais fait vraiment dans un but pas du tout de devenir influenceuse ni quoi que ce soit, ce qui est toujours pas le cas d'ailleurs. Mais vraiment juste de montrer ce que je fais, de raconter ma vie. Et j'étais pas du tout à l'aise, donc j'ai fait un compte différent de mon compte perso pour que les gens qui me suivent et qui me connaissent ne le voient pas directement et que je ne leur impose pas, parce que si ça ne les intéresse pas, ça ne les intéresse pas. Mais que du coup, les gens viennent seulement si ça les intéresse. Donc voilà. Et le fait que t'aies lancé ce nouveau compte, c'était aussi par peur du regard des autres ? Ouais. Juste pour...
Ouais. C'était par peur qu'on me juge en me disant elle a aucune légitimité à montrer ce qu'elle fait sur les réseaux alors que je fais pas des grandes performances, je fais pas des trucs de fou. Euh, voilà, j'avais peur qu'on me juge en me disant c'est qui pour pouvoir faire ça en fait. Et c'est intéressant par rapport à ça, qu'est-ce qui t'a fait quand même passer le cap d'oser le faire? Je sais pas. Je sais pas. En fait, ouais, juste le fait qu'à la base, il y avait personne sur ce compte. Donc c'était un peu un journal à moi-même. Et au fur et à mesure, il y a eu des gens. Au début, j'étais pas à l'aise quand je voyais qu'il y avait des gens que je connaissais qui me suivaient. J'étais là, ok, bon, s'ils sont là, c'est qu'ils ont envie de voir au final. Après, je sais qu'il y a encore pas si longtemps que ça, j'ai eu des échos que j'étais pas légitime. Et au final, ces personnes se sont abonnées et sont toujours abonnées à moi. Donc, Ouais. Mais après, comment quantifier qui est légitime juste de raconter sa vie, tu vois? je pense que tout le monde a le droit de raconter sa vie s'il a envie de raconter sa vie. Il n'y a pas On de... est bien d'accord. Mais il y a quelques années, c'est vrai que j'avais peur du regard des autres. Et je dis pas que j'ai plus peur du regard des autres. Ça serait mentir. Mais c'est moins, t'en as moins peur maintenant. Ok, très bien. Et dis-moi, qu'est-ce qui t'a fait accepter cette interview? Un jour, là, quand t'as reçu un message dans tes DM d'un inconnu. Pouvoir raconter ma vie, encore une fois. Non, pouvoir montrer de un que tout le monde est légitime déjà, que tout est possible, parce que moi je repense un peu à la personne, à l'adolescente que j'étais en secondaire, où j'étais en option sport et j'étais la plus nulle. Je pense que les profs se demandaient ce que je faisais là. Et au final, ces profs me suivent sur les réseaux et m'encouragent, etc. Et donc, ouais, montrer aux gens que c'est pas parce qu'à l'heure actuelle, ou même, enfin, tu resteras peut-être dans les moins bons, on va dire, de ce que tu fais comme sport, c'est pas pour autant que c'est aussi impressionnant, aussi moins intéressant que ceux qui font des performances de fou. Je pense qu'on est tous à notre échelle forts dans ce qu'on fait. Ouais, moi, j'aime avoir cette notion de... On donne tous notre 100%. Il y en a notre 100% quand on commence, il est là. Il y en a le 100% de ceux qui sont très avancés, il est là. Totalement. Mais l'idée, c'est de mettre l'intensité qu'on peut mettre. Tu vois, moi, courir un ultra comme Mathieu Blanchard, ça marcherait pas. Mais en faire un à mon niveau, ça marche. Oui, parce que moi, ce que tu fais, les courses que tu fais, non. Enfin, à l'heure actuelle, c'est pas possible pour moi, tu vois. Et j'entends. Et pourtant, je fais des choses qui, peut-être, pour toi, seraient pas possibles non plus. On est bien d'accord. C'est chacun son intensité, chacun ce qui fait sens pour lui. Exactement, et c'est ça, je trouve, qui est beau à partager. C'est que c'est pas... Justement, on n'a pas besoin d'être l'élite, à mon sens, pour pouvoir partager. Parce que, tu vois, si je me dis, pour faire de l'ultra trail, je dois ressembler à Blanchard, il y a un fossé entre nous deux, tu vois, je vais jamais le faire. Il y a personne qui le fera. Pas beaucoup de monde, en tout cas. Ouais, pas beaucoup. Et dis-moi, là, on parle beaucoup de sport. Si tu devais te décrire sans parler de sport, comment tu ferais? Oh, waouh. Sans parler de sport. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup me renseigner en général, en culture générale, sur plein de sujets. C'est vrai que beaucoup le sport, mais si j'ai fait des études de psycho, en vrai, les études de psycho, elles m'ont énormément intéressée. Vraiment beaucoup, au niveau, surtout au niveau neurosciences. C'est un truc à l'heure actuelle qui m'intéresse toujours autant. Donc je dirais le fait de tout le temps vouloir savoir plus. Sinon, j'aime beaucoup aider les gens, un peu trop. Aux dépens de moi-même, je crois. Souvent. Et qu'est-ce que je fais d'autre?
à part le sport, ça prend quand même beaucoup de place dans ma vie, le sport. En vrai. En fait, de toujours avoir un objectif, ça me permet d'avancer et de pas me dire, maintenant qu'est-ce que je vais faire en fait. J'ai besoin d'avoir un objectif. C'est vrai que, bon, il est souvent sportif, mais il peut ne pas l'être. Du moment que j'ai un objectif pour avancer, et c'est peut-être pour ça que j'aime avoir des journées ultra chargées et que parfois je me dis, en vrai, il faudrait peut-être que je me pose un peu. Mais ouais, j'ai besoin d'objectifs tout le temps dans ma vie. Ok. Et du coup, si on essaie de répondre à la question en mode comment tu pourrais te décrire, ça donnerait quoi en une seule phrase simple? En une seule phrase. C'est dur, une seule phrase. Là, tu vas me sortir une phrase à rallonge. Je suis quelqu'un qui a besoin d'être animé par le fait d'aider et d'avoir un objectif dans la vie. En fait, oui, j'ai besoin d'être animé tout le temps. Ok. D'une manière, c'est pour ça que j'ai besoin du contact avec les gens qui, au final, il y a quelques années, me faisaient très très peur. Et j'ai besoin d'être animé par un objectif. Ouais, c'est ça. Je pense que si je devais juste résumer même en une mini-phrase, c'est j'ai besoin d'être animé tout le temps. Quand tu dis animé, c'est avoir de l'animation autour de toi ou c'est avoir un truc à l'intérieur qui te fait ah putain, À j'ai envie d'y aller. l'intérieur, ouais. C'est à l'intérieur de moi. Parce que je le Autour comprends de comme moi- ça, mais vu que tu me parlais d'autres gens, je me dis peut-être que. Ouais. C'est vrai que autour de moi, j'aime bien, mais trop, ça me prend beaucoup trop d'énergie. J'aime autant être animée, moi, parce que j'ai dans ma tête et mon énergie personnelle, que autour de moi. Et dis-moi, qu'est-ce qui t'a donné le goût et l'envie d'être animé et de toujours être à la quête d'un objectif? Je pense qu'au début, c'était un peu pour prouver aux autres. Donc quand j'étais en secondaire, j'ai commencé l'option sport. Vraiment, j'essaie de chercher, je ne sais pas pour quelle raison je suis partie dans cette filière. J'étais mal dans ma peau parce que je me trouvais en surpoids. Donc j'ai commencé le sport, enfin j'ai commencé à courir et j'avais pris un coach sur le côté. Quand tu dis surpoids, t'étais à quel kilo? À combien de kilos? J'en sais rien, c'était visuellement. Je pense que de tête j'étais genre à 57. Pour quelle taille? Je fais 1m54. Ouais, ok, donc surpoids. Ouais, non, c'était en vrai, j'avais 13-14 ans, donc à ce moment-là, t'as encore un peu un cours d'enfant. Hmm. Voilà, moi c'est parce que, évidemment, quand t'as cet âge-là, tu regardes les gens autour de toi, tu regardes les réseaux, etc. Ouais. Donc voilà, moi je me trouvais en surpoids, ce qui n'était, je pense, sur papier, pas le cas. Donc voilà, j'ai commencé le sport. Et en fait, je pense que comme les gens en secondaire ne croyaient pas en moi, j'étais nulle, j'étais la plus nulle. Et donc ils se demandaient ce que je faisais là. J'ai commencé à me dire, ouais, je vais leur montrer qu'en fait, je peux le faire. Mm. Et donc j'ai commencé à courir, à faire des séances de sport avec une coach. Et au fur et à mesure, j'ai pris goût à la course à pied. Et ça s'est suivi. Une fois que tu commences la course, tu te dis, je sais courir 5 km. Vas-y, je vais courir 10. Une fois que tu sais faire les 10, tu te dis, ouais, je pense que je saurais faire 15. Et t'es parti. Je connais. Ok, donc au final, ce qui t'a donné le goût de te dépasser, dans un premier temps, c'est parce que tu te sentais mal dans ton corps. Oui, c'est ça. Après, t'as voulu prouver aux autres que t'en étais capable, et après, t'as pris goût Ouais, à tout le début, processus. ouais. C'est ça. Au début, c'était pour prouver aux autres. Donc, c'est pas la bonne idée, mais ça s'est passé comme ça. C'était pour prouver aux autres. Et puis après, c'est devenu me prouver à moi que je peux aller plus loin, en fait. Chose que je pensais pas. Ce que je fais à l'heure actuelle, je le dis à la moi d'il y a 6-7 ans, même il y a 3 ans. Non. C'est fou de voir l'évolution dont on est capable en si peu de temps comme ça. Ça va vite. Et tu parles souvent aussi quand on s'est vu l'autre jour, tu parlais souvent de compétition envers toi-même. Qu'est-ce que ça représente pour toi de faire une compétition vis-à-vis de toi?
Mais je pense que ça rejoint ce que j'ai dit avant. Avant, je voulais prouver aux autres, maintenant, je veux le prouver à moi-même. Mhm. Donc, cette idée de compétition, c'est me montrer qu'en fait, je suis capable de tellement plus que ce que je pense. Quand on fait... là, j'ai été faire un entraînement juste avant. Je l'ai commencé, je me suis dit jamais j'arrive au bout. Et au final, je me suis dit, vas-y, petit à petit, tu vas voir, tu vas y arriver. Et je suis sortie de là, il était fait l'entraînement. Mhm. Donc, ouais, j'ai besoin de me mettre en compétition pour avoir cette satisfaction de me dire, ouais, ok, c'est bon, je peux le faire, donc je peux encore aller plus loin. J'ai senti la satisfaction quand t'as dit il est fait cet entraînement. Il y a un petit truc Ouais. genre waouh, il est fait, il est là, tu vois. Ouais, j'étais contente qu'il soit fini. Ah ouais, tu m'étonnes. Par rapport à tout ce que tu me dis là, le mental que tu t'es construit, à ton sens, il s'est plus construit face à l'adversité ou face à la passion de faire ce que tu faisais? Je pense face à l'adversité. J'adore ce que je fais, vraiment, mais je pense que c'est plus un combat qu'autre chose. Je pourrais avoir choisi un autre sport. J'adore mon sport et je changerais pas de sport. Mais j'aurais pu faire pareil dans un autre sport. Si, par exemple, là, le trail, ça me passionne. Si j'avais commencé là-dedans, j'aurais fait pareil. Je me serais battue, j'aurais été plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. Donc ouais, j'adore mon sport parce que je l'ai choisi il y a longtemps. Mais mon mental, j'aurais pu le construire sur un autre sport. Ok. Donc c'est pas tant par passion, c'est plus par adversité et par combat avec moi-même. Pour atteindre les objectifs que tu t'es fixés. C'est ça. Moi je dis ça comme ça, mais tu sais qu'il existe des triathlons format trail. Hein. Mais après, le trail, je sais pas. J'en ai fait genre 2 dans ma vie. À chaque fois, j'ai perdu une cheville, donc... Ah ouais, c'est autre chose que la route, ça c'est sûr. Mais ouais, mais ça me passionne. Peut-être que le jour où j'aurai bien renforcé mes chevilles, je pourrais tenter quelque chose. Mais ouais, pourquoi pas. Franchement, oui. Ouais, bah après il y a du VTT dedans, donc toi qui aimes pas être secoué Oui, en non, vélo, ça, non. c'est plus compliqué. Je ferai un trail sur le côté. Et puis, je laisserai mon triathlon tranquille, comme d'habitude. Par rapport à tout ce que tu me racontais là, ça nous amène au moment où tu as commencé le triathlon, et je crois il y a 2 ans, par là, si je dis pas de bêtises, tu as commencé à ressentir des symptômes, commencé à être fatigué, à avoir une fatigue extrême. Mhm. C'était il y a 1 an, du coup. 1 an et quelques mois. C'était en juillet 2024. Ouais, c'est ça, début juillet 2024. J'ai commencé à avoir fatigue extrême au niveau des yeux, surtout. Je voyais un peu... quand on a du mal à faire un focus quand on est fatigué, en fait. Et début juillet, sauf que c'est passé une bonne nuit et c'était reparti. Et puis, il y a eu le triathlon d'Alpe d'Huez, le L, donc le tout grand, où là, sur le trajet pour y aller, c'était très compliqué niveau fatigue au niveau des yeux. Et puis, il y a eu la course, qui, pareil, niveau fatigue, c'était compliqué. Après, je suis arrivée au bout, donc c'était l'objectif. Bravo à toi déjà. Et puis, retour pareil, très compliqué niveau fatigue. Et puis, 2 jours après, je pense que j'ai été hospitalisée parce que je ne voyais plus. C'était plus de la fatigue, c'était un peu... je dis je voyais plus dans le sens où c'était pas tout noir, mais c'était opaque, quoi. Donc, voilà, s'en est suivi plein d'examens. Et ce qui en est ressorti, c'était du coup la sclérose en plaques. Donc ça, c'était il y a un an. Et qu'est-ce que tu as senti quand tu as entendu le diagnostic pour la première fois? Alors, en vrai, c'est compliqué à dire parce que quand on est venu me l'annoncer, j'étais à moitié endormie. Donc, je pense que l'info, elle est pas directement passée parce que
En plus, quand on t'annonce ça, en tout cas, le médecin, enfin ma médecin, qui me l'a annoncé, elle essaye de prendre beaucoup de pincettes. Et je pense que voilà, c'est son job de docteur, de me dire que ma vie, elle sera tout à fait normale, que ça va aller, que... Voilà. Donc sur le coup, j'ai pas trop... Enfin si, évidemment, j'ai pleuré, on t'annonce quelque chose, voilà. Mais je pense que j'ai pas vraiment... J'étais un peu dans le déni, sur le coup. À savoir que ma sœur avait été diagnostiquée quelques mois plus tôt, donc je savais très bien ce que c'était comme maladie. Le seul stress que j'avais à ce moment-là, c'était de ne pas récupérer la vue. Je peux comprendre. Parce que c'était possible que si j'avais été trop loin, le nerf ne reprenne pas, ne se régénère pas correctement. Donc ça, c'était le stress, surtout à ce moment-là. Et ce qui a été dur, c'est de rester 2 semaines, surtout à l'hôpital. En fait, j'ai plus été impactée par ça à ce moment-là, le fait de rester dans une chambre, dans un lit, pendant 2 semaines, alors que 3 jours avant, je faisais 120 km en vélo, 20 km en course à pied. Ouais, c'était surtout ça qui était dur, et le retour de l'hôpital était vraiment dur, parce que quand tu restes 2 semaines dans un lit d'hôpital sans vraiment bouger, tu sais plus rien faire en fait. Tu sais plus monter les escaliers, tu sais plus marcher, c'était compliqué. Est-ce que tu étais alitée pendant ces 2 semaines-là? Ouais. En fait, le truc, c'est que comme je voyais pas grand-chose, me déplacer toute seule, c'était pas vraiment possible. Donc, quand j'avais de la visite, on allait faire un tour. J'ai eu quelques fois la kiné qui est venue pour me mettre sur un vélo. Mais je pense que j'y suis allée 2 fois sur les 2 semaines. Donc, ouais, non, j'ai vraiment pas bougé des masses sur 2 semaines. Et c'est impressionnant comment ça va vite quand tu perds les muscles. Ouais, je me rends compte là, parce qu'en 2 semaines, c'est vraiment très rapide quand même. C'est rapide. J'aurais pas cru C'est très que ce serait si rapide que ça. Ouais, il y a il y a sûrement d'autres facteurs, j'en sais rien, mais est-ce que j'ai pas... je mangeais ce qu'il y avait à l'hôpital, mais est-ce que j'ai pas bien mangé pour pouvoir maintenir cette masse musculaire? Est-ce que... Je sais pas. Après, est-ce qu'à l'hôpital, t'as des régimes hyperprotéinés? Je sais pas. Ouais. Non, c'est ça qui a été le plus dur. Quand je suis rentrée chez moi pendant... Ouais. En vrai, à l'inverse, ça revient très vite aussi, hein. Ouais. C'est dur quand tu rentres, mais moi, je me suis un peu obligée, entre guillemets, j'allais marcher autant que je pouvais. J'ai marché 10, 15, 20 minutes. Et puis, je faisais du vélo, mais genre du vélo en salle, où je faisais juste tourner les jambes. Je faisais des mini-séances de renfort avec des mini-poids. Voilà, et au fur et à mesure, 1 mois après, je pense que je retournais courir, quoi. Pas grand-chose, 20-30 minutes, mais oui. C'est déjà ça, vu le parcours. Parce que c'est le truc très ingrat du sport, c'est qu'on perd très vite. Mais le truc un peu rassurant, c'est qu'on reprend quand même plus vite que la première fois. Donc c'est Ouais. ingrat, mais pas trop non plus, quoi. Ouais. C'est ça. Voilà. Et hormis pour ta vue, quand t'as appris, quand t'as eu le diagnostic, hormis pour ta vue, pourquoi t'as eu peur en premier vis-à-vis de tes objectifs, tes rêves ou tes ambitions? Ou ton corps ou autre? En fait, la sclérose en plaques, c'est très très vaste. Et tout le monde le vit pas de la même manière. Tout le monde n'a pas... elle n'évolue pas de la même manière pour tout le monde. Et on peut pas prédire comment elle va évoluer. Donc, je sais que dans mon entourage, une personne, elle avait énormément de douleurs musculaires, mais vraiment très intenses. Puis après, il y a les grosses fatigues. Il y a... c'est neuro, c'est au niveau des nerfs, donc c'est tellement de choses différentes. Perte de sensibilité, douleur. Voilà, ça faisait un peu peur de savoir comment moi je vais le vivre, en fait. Qu'est-ce que moi, ça va...
enfin, sur quel point ça va m'impacter. Surtout que, en tout cas, quand je suis sortie de l'hôpital, elle m'avait dit, bon, ta vie ne va pas changer, c'est pas vrai, mais que je pouvais continuer à faire mon sport, mais pas de manière extrême. Et moi, cet objectif, l'objectif que j'avais en tête, il était là depuis 2-3 ans. Et j'étais là, en fait, je peux pas le laisser tomber, en fait. Alors, on le sait tous les deux, mais c'est quoi ton objectif? Que les gens qui nous regardent et nous écoutent le sachent. C'est l'Ironman Vitoria-Gasteiz en Espagne, cet été. Donc un truc, un chouï extrême quand même, quoi. Un chouïa extrême. Clairement. Donc ouais, à ce moment-là, je me dis... En fait, je me suis pas dit que je pourrais pas le faire. Je me suis dit, en fait, si. Vous me dites que non, mais je vous jure que si. Donc non, à ce moment-là, je me suis pas dit que j'allais pas le faire. Mais je pense que dès le début, dans ma tête, c'était acté qu'un jour dans ma vie, je le ferais. D'une manière ou d'une autre. Donc... Bon, après, comme je dis, quand je suis sortie de l'hôpital, j'étais encore dans le déni, donc... Donc oui, les semaines qui ont suivi, j'ai un peu remis en question parce que le fait que je pouvais pas... Enfin, j'avais du mal à me déplacer, le fait que la reprise du sport était dure au niveau fatigue. Voilà, à ce moment-là, j'ai quand même un peu remis en question. Et du coup, c'est quoi le moment où vu que tu étais dans le déni en sortie d'hôpital, c'est quoi le moment où tu t'es vraiment rendu compte du diagnostic qui a été posé? Quand je suis rentrée à l'école, donc comme je fais des études de coach sportif, on a des cours pratiques, des cours de sport. Et là, j'ai senti que, contrairement aux gens de ma classe, j'avais du mal à suivre niveau effort et niveau fatigue. Et là, je me suis dit, ah oui, quand même. Et donc, après, ça faisait que 1 mois. Ouais, 1 mois et demi que j'étais sortie de l'hôpital, donc c'était encore super récent. Mais là, j'ai un coup en me disant, en fait, je le sens. Parce que, oui, je l'ai senti au niveau des yeux, mais je le sentais pas particulièrement dans mon corps. Donc, ouais, par la suite, quand je suis rentrée à l'école et que j'ai repris les cours de sport, là, je me suis dit, ok, je comprends ce qui m'arrive. Ouais. Et comment tu l'as vécu à ce moment-là, le fait de ressentir que tu avais cette maladie? Mal, mais ça m'a pas arrêté pour autant, en vrai. J'ai pas eu de... Ah, je me rends compte que ça va pas. Il n'y a pas eu de laisser aller, c'est ça que je veux dire. Je l'ai mal vécu à ce moment-là. J'étais triste. Je me suis dit comment je vais faire. Mais j'ai continué. Je me suis dit, ouais, aujourd'hui j'ai prévu d'aller courir, je vais courir. Donc, ouais, il n'y a pas eu de down, de mini-dépression. Parce que je sais que ça arrive à plein de gens d'avoir une petite dépression après le diagnostic, et ce qui est totalement normal. Je l'ai dit, c'est cool. Totalement légitime, mais j'ai pas eu ça. En tout cas, de mon ressenti, je ne pense pas que je l'ai eu. Peut-être que dans mon entourage, ça s'est plus ressenti, mais en tout cas, moi, personnellement, je pense pas avoir eu cette mini-dépression après. Après, je pense que je l'ai tellement intériorisé que c'est mon corps qui me l'a dit. Parce que en octobre-novembre 2024, j'ai perdu mes cheveux. Beaucoup. Ouais, donc quelques mois après. Ouais. Je pense que je l'ai tellement intériorisé que c'est mon corps qui m'a dit bon, t'es peut-être pas au courant, mais... Donc ouais, là, j'ai perdu beaucoup de mes cheveux. Ça aussi, ça a été très dur. Parce que comme je savais pas si c'était lié à la maladie, si c'était lié à mon traitement, si c'était à cause du stress de l'annonce, du diagnostic, c'était très stressant. Encore plus, donc c'était un cercle vicieux. Ouais, j'imagine. Parce que le stress des cheveux entraîne le stress, la perte des cheveux, le stress de la perte des cheveux vis-à-vis de la maladie, et puis après, ça boucle. Ouais. Exactement. Et comment t'as fait pour sortir de cette boucle-là?
J'ai appelé mon médecin. C'est une très bonne solution. J'ai appelé mon médecin. Après, bah voilà, tu prends des compléments pour les cheveux, etc. Après, donc ça pouvait pas être lié à la maladie. Donc ça, je le savais. Enfin, elle me l'a dit. C'était déjà quelque chose. Ça pouvait être lié au traitement, mais ça fait pas partie des effets, en tout cas. Donc, bah, la seule raison que ça pouvait être, c'était le stress. Stress post-traumatique de l'annonce. Donc, à partir du moment où tu dis, bah ok, de toute façon, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il n'y a pas de solution. Bah, tu laisses les choses faire. C'est pas agréable. Et puis, bah, au final, j'ai fini par couper mes cheveux parce que ça ressemblait plus à rien et que bah, les cheveux, ils ont besoin d'énergie et ils te prennent de l'énergie. Donc, je me suis dit, dans tous les cas, bah, ça peut faire que du bien de les couper. Même si j'étais très triste de les couper. C'était pas par choix, mais un peu par obligation. Donc voilà, et je pense que ça a duré 2 mois. Et après, ils ont recommencé à pousser. J'ai des mini-crolls par-ci par-là. Et sur la gestion du stress, du coup, comment t'as fait pour casser ce stress que t'avais à ce moment-là? Je sais pas si j'ai vraiment mis quelque chose en place. En tout cas, pas de manière consciente. Le sport, ça aide, sûrement. Après, je pense que je suis aussi très très bien entourée. Amis, famille. Je suis très bien entourée, donc ça rassure aussi, je pense. Et moi, je me suis obligée, parce que donc j'ai repris le sport, il y a eu ce truc de perte de cheveux. Il y a eu énormément de fatigue, donc où j'ai été obligée de m'arrêter. Je vis principalement à Bruxelles, donc en décembre, je suis rentrée chez mes parents pour les fêtes, etc. Et je me suis reposée et j'étais encore une fois bien entourée du fait d'être rentrée chez moi, d'avoir plein de gens autour de moi. Donc ouais, à part le sport et le fait d'être bien entourée, je pense pas que j'ai mis vraiment quelque chose en place pour ce stress. C'est peut-être la reprise du sport qui t'a permis d'évacuer. Bah, je pense. Et puis, bah, une fois que tu comprends que t'as aucune emprise dessus, bah, tu lâches prise. Parce qu'au début, c'est vrai, bah, je voulais plus me brosser les cheveux. Le soir, je cogitais, j'étais là en mode ah, qu'est-ce que c'est est-ce que c'est lié à ça? Est-ce qu'il faut que j'aille à l'hôpital? Est-ce que. Voilà, mais une fois que j'ai eu les réponses de bah, c'est pas lié à la maladie, c'est à 98% pas lié aux médicaments, bah, j'ai rien d'autre à faire à part attendre qu'ils arrêtent de tomber. Ouais, c'est le lâcher prise du coup. C'est pas facile à faire, lâcher prise. Surtout sur un truc comme ça. Non. Non, ouais. Sincèrement, en vrai, au final, je sais pas comment j'ai fait pour lâcher prise. Après, il y a eu les examens, donc peut-être que j'avais la tête à autre chose. Juste, j'étais occupée, donc j'ai essayé de penser à autre chose. Ok. Donc là, on a vu que tu t'es remis au sport quand tu avais, on va dire, 14 ans. Tu t'es mis à la course à pied parce que tu voulais prouver aux autres, puis après à toi-même. Après, tu t'es mise en quête de tes objectifs. Quand l'annonce de la maladie est arrivée, ça n'a absolument rien arrêté non plus, vis-à-vis de tes objectifs. Qu'est-ce qui fait que ces objectifs-là, ils sont aussi importants pour toi? Qu'est-ce qui fait qu'ils t'animent autant et que tu aies autant envie de les réaliser? Que ce soit pour l'Ironman ou pour les autres. Bah, ça rejoint le fait d'avoir besoin d'objectifs dans ma vie. Et je pense que c'est ce qui me fait... ce qui fait que je me sens vivre, en fait. D'avoir... même quand je m'entraîne, je me dis... ouais, là, je me sens vraiment vivante. Je me sens pleinement moi. Je me sens pleinement libre, en fait. Et donc, ouais, ces objectifs... Bon, encore une fois, c'est parce que je veux toujours aller plus loin et toujours faire plus. Et une fois que
que j'ai atteint une distance ou je sais pas, une course, bah j'ai envie d'aller voir plus loin parce que c'est des sensations que j'adore au final et que je me sens vivre quand je fais ce genre de choses. Donc ouais, je pense juste ça me permet d'avancer dans ma vie et de me sentir moi et de me sentir vivre. C'est beau. Merci. Et pour les entraînements, tu te sens vraiment toi, les entraînements hardcore comme ce matin, tu te sens vraiment toi pleinement vivante ou c'est les autres qui te font sentir comme ça? Après, je me sentais plus trop vivante, mais mais si, en vrai, j'y pensais quand j'étais sur mon vélo ce matin, c'était dur, mais je préfère les entraînements comme ça où c'est vraiment dur et je vais puiser à fond pour pouvoir réussir cet entraînement et me sentir vivre au final, sentir que ben, ouais, mon corps il sait faire ça, il est assez fort que pour encaisser ce genre de choses. Ouais, ça fait sens. Moi, je vois surtout l'adaptation physiologique. Quand je vais faire mes entraînements, je me dis, je vais chercher une adaptation physio pour pouvoir faire ma course. Et le fait de savoir que à chaque entraînement, c'est dur, mais j'y arrive, et qu'en plus, ça me permet d'avancer vers mes objectifs, tu sais, ça, en plus de voir les petits objectifs au quotidien, je vois l'objectif au global et je me dis, waouh, c'est trop stylé en fait. Ouais, vraiment. Bah, là, par exemple, hier, petite fierté, je suis vraiment clète en natation. Tu m'as pas vu nager. Et donc c'est vraiment mon point faible. Et j'ai retrouvé une séance d'il y a même pas un an, c'était en janvier, où je nageais à du 3 minutes au 100 mètres. Et aujourd'hui, je nage à du 2 minutes au 100 mètres. Pour beaucoup de personnes, c'est encore très lent, mais pour moi, c'est incroyable en fait. Bah, peu importe si pour beaucoup de personnes c'est très lent, en 10 mois, tu as progressé de 33%. Ouais. T'es 33% plus rapide. Qui évolue de 33% en 10 mois? Pas beaucoup. Ouais. Ouais, mais du coup, voilà, ça rejoint ton truc de adaptation physiologique où, ouais, tu vas puiser loin et le prochain entraînement, bah, tu peux encore aller puiser plus loin et ainsi de suite. C'est ça qui est beau dans le sport. Je trouve que ça matérialise ce qu'on est capable de faire avec notre mental. Sauf qu'avec notre mental, on peut pas, c'est pas palpable. Alors que dans le sport, bah, je savais pas courir, j'ai su faire un marathon, je savais pas courir, je fais des ultras, je savais pas courir, je fais du triathlon. Ouais. Tu le vois. En plus, tu le vois sur ton corps. C'est aussi stylé. Oui, aussi. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais. Si je devais retrouver la première course que j'ai faite, je crois que c'était genre 2 km ou 1 km et c'était à du 8,30. Ça devait être pareil pour moi, hein, je te rassure. Et j'étais en PLS. Et pour beaucoup de gens. Et je pense que ça peut arrêter beaucoup de gens qui disent « Ah, je sais pas courir, je vais super lentement. » Bah oui, enfin, personne n'a commencé à... Si, sûrement des gens qui sont zinzin, je sais pas, mais la plupart des gens, j'ai envie de dire 90% des gens qui commencent à courir, ils savent pas faire 3 km à du 4,30. C'est sûr. C'est sûr. Je saurais toujours pas le faire d'ailleurs. Non, moi non plus. Pas autant. Ouais. Mais comme tu dis, après, quand tu as cet objectif, moi j'appelle ça plus une vision au global, de vouloir aller chercher ce truc-là, bah tu es capable d'encaisser le process, tu vois. Comme je te disais l'autre jour, je sais pas bien du tout nager. Vraiment, c'est catastrophique. Il y a des fois, je m'arrête au milieu de la piscine, je me dis putain, mais j'apprends à nager pour traverser la Manche dans 2 ans et demi. Ouais. Ça n'a pas de sens de faire ça, tu vois. Ouais. Et la plupart des gens à qui j'en parle, ils me disent putain, mais t'es un grand malade en fait. Genre, tu veux pas apprendre à nager avant? Non, parce que nager pour nager, ça m'intéresse pas. Moi, je veux nager pour traverser la Manche. Le reste ne m'intéresse pas. C'est ouf, hein. Ouais, j'ai eu un peu ce truc, je pense la semaine dernière, j'avais fait un footing de 30 minutes. Et il était tard, il faisait noir, il faisait froid. J'y suis allée et je me suis dit,
quand tu seras sur ta course en juillet, repense à ce moment où t'avais pas envie, il faisait super froid et tu devais faire un mini footing de 30 minutes. Et ce que t'es en train de faire. Et ouais, l'avancée sera énorme parce que je serai en train de courir un marathon. Après avoir nagé 3,8 km et fait 180 km de vélo. Pour ceux qui connaissent pas le format Ironman, tu vois. Ouais, c'est insane comme truc. Je pense qu'il y a... Mais évidemment, il faut énormément d'entraînement pour faire cette course. Mais le mental est tellement... Enfin, pas plus important, mais si, d'un côté, pour faire cette course. Quand je vois, je sais plus comment elle s'appelle, une fille sur les réseaux qui a fait, il y a 2 semaines, un Ironman, je pense. Et donc, elle a eu une coupure après de 2 semaines où elle a récupéré. Elle a fait un footing de 40 minutes où elle a mis... j'ai pas compris, en fait, comment moi j'ai fait il y a 2 semaines pour faire un Ironman. Ah ouais, c'est incroyable. Mais c'est ça. C'est pour ça, moi, que je me spécialise dans le mindset, parce que c'est un truc que je trouve tellement puissant. Tu vois, souvent, les gens, ils pensent que je suis coach de sport ou autre, mais moi, c'est le mindset que je vais éprouver dans toutes ces courses-là, dans tous ces challenges, parce que je trouve ça tellement incroyable de voir à quel point on peut, juste avec une pensée, avec une volonté, on peut faire Aller loin. ces trucs-là. Ouais. C'est complètement fou. Ouais. Je vais m'arrêter là parce que c'est pas mon interview, mais c'est complètement incroyable, le mental. T'as raison, franchement, c'est de la pépite parce que nager 3,8 km, c'est un truc de ouf. Faire 180 km de vélo, c'est un truc de ouf. Et se dire, j'enchaîne avec un marathon, forcément, ça va être dur, tu vois. Et là, c'est ton mental qui fait la différence. Parce que tous les gens vont être fatigués, tous les gens vont être en PLS, tous les gens vont avoir envie de rentrer, manger. Et c'est ton envie d'aller chercher cette médaille, c'est ton envie d'être un Ironman, une Ironman, qui va faire que tu continues. C'est ça. Et ça, c'est beau. La magie du mental. Ouais. Mais depuis tout à l'heure aussi, tu m'as parlé de plusieurs fois où tu me dis que tu forces, ou tu t'obliges à reprendre l'entraînement, à aller faire. Comment tu vis au quotidien ces moments où tu te forces à aller faire un truc quand on n'a pas envie? Déjà, je pense que c'est pas possible de s'entraîner pendant des semaines, tous les jours, et de dire tous les jours j'ai envie d'aller m'entraîner. C'est pas possible. Même quand t'es passionné de ce que tu fais, c'est pas possible. Mais justement, je pense à mon objectif. L'Ironman, il va pas se nager tout seul, il va pas se courir tout seul. J'ai besoin de ces entraînements. Après, il y a la différence entre ne pas avoir envie et être fatigué. Donc que ton corps soit vraiment fatigué. Du coup, pour ma part, enfin pour tout le monde, mais encore plus pour moi, c'est quelque chose auquel je dois faire super attention, c'est la fatigue. Donc savoir faire la différence entre j'ai pas envie, j'ai la flemme et je suis vraiment fatiguée, aujourd'hui je fais l'impasse. Sinon, il y a des risques que mon corps réagisse mal. Donc oui, quand j'ai la flemme et que j'ai pas envie, je me dis dans 9 mois, 8 mois, j'ai un Ironman, je veux y arriver, il faut que je le fasse cet entraînement. Et c'est pour ça que j'ai besoin d'objectifs dans ma vie, parce que si j'en ai pas, en fait je fais rien. La vie partagée. Si, je ferai sûrement, mais pas autant. Oui. Pourquoi s'entraîner autant si t'as pas d'objectif derrière? Parce que je crois avoir vu que t'es à 12 entraînements par semaine. 9. Tu fais nombre d'heures? Non, en nombre d'entraînements. Tu fais 3 runs, 3 vélos, 3 natations, non? Un truc comme ça? 2 natations, 3 runs et 2, 3 vélos, ça dépend. Ouais, donc entre 8 et 9 entraînements par semaine, c'est quand même costaud. Ça. Pourquoi le faire si t'as pas d'objectif derrière? Oui, oui. C'est vrai que ça n'aurait pas de sens. Pour ma satisfaction personnelle, peut-être. Il y en a pour qui ça peut faire du sens, mais pas pour nous, visiblement. Non. Et par rapport à cette limite, justement, de savoir écouter ton corps, comment tu gères le côté où tu apprends à t'écouter pour vraiment différencier la fatigue, et là, c'est le moment de te dépasser, de te challenger? C'est pas facile. Là, du coup, je me suis pas mise d'objectif pendant 1 an après le diagnostic.
Donc j'ai pas fait de course, j'en ai fait une, mais pas avec un objectif de temps, c'était pas une grande distance, c'était un sprint. Et il n'y avait pas d'entraînement pour, c'était vraiment par plaisir. Mais du coup, oui, pendant 1 an, c'était savoir apprendre à écouter mon corps. Donc, comme j'ai dit au début, j'ai beaucoup poussé, donc vers novembre, décembre. Là, j'étais down. J'ai trop poussé. Puis il y a eu la reprise, où voilà, petit à petit, bon après j'ai eu un accident, donc j'ai dû m'obliger à m'arrêter. Je me suis fait renverser par une voiture en vélo. Et rien de grave. Non, c'est le poignet qui a pris. Mais du coup, non, rien de grave, mais obligé d'être à l'arrêt pendant aussi un certain temps. Et puis là, de nouveau, j'ai beaucoup enchaîné et très fatiguée aussi. Et là, j'ai eu peur parce que j'ai encore eu ce truc de vision un peu floue où j'ai pas trop chipoté. J'ai été à l'hôpital directement pour être sûre que ce soit pas ça. C'était pas ça. Enfin, en tout cas, à l'imagerie, il n'y avait rien du tout. Et donc, après, après 1 an, donc on fait un examen de contrôle pour voir si c'est stabilisé. Et donc, c'est le cas. La maladie, elle est stabilisée. Il n'y a pas eu de nouvelles, donc sclérose en plaques. C'est parce qu'à l'imagerie, on voit des plaques. Il n'y a pas eu de nouvelles plaques. Et les anciennes sont inactives, entre guillemets. Donc quand j'ai eu je l'ai un peu pris comme un feu vert. Il n'y a pas de nouvelles plaques. Les anciennes sont éteintes. C'est bon. Je peux y aller. Toujours en faisant attention. Je sais maintenant que si je force trop, ma vue en prend un coup. Donc ça, c'est un facteur que je connais. Celui-là, je le sais. Je sais qu'à partir du moment où je suis fatiguée et que j'ai du mal à focus, ok, là, faut que je me calme. Après, évidemment, si je me sens fatiguée et je me dis, bah, c'est juste la flemme, et puis que je commence mon entraînement et qu'en fait, non, pas du tout, j'arrête. C'est pas de la flemme, je sens que l'entraînement, ici, il est trop dur, j'arrive pas à mettre dedans, là, c'est que c'est pas de la flemme, c'est de la fatigue. Comment tu fais la différence avec justement la flemme et la fatigue? Moi, je pars du principe que si j'ai la flemme, que je pars à mon entraînement et qu'une fois que je commence, c'est bon, et que c'est juste que j'ai eu la flemme d'y aller, c'était de la flemme. Mais si j'y vais, je commence mon entraînement, j'arrive pas à mettre dedans, je suis fatiguée, j'arrive pas à pousser, c'est que c'est plus de la flemme parce que j'y suis, en fait. Ok. Donc c'est pendant l'entraînement que tu jauges vraiment si c'est de la flemme ou si c'est de la fatigue. Entre autres, ouais. Donc il y a le truc de la vue, il y a le truc de si j'arrive pas à le faire, j'arrive pas à le faire. Après, c'est vrai que moi je dis la vue, mais comme il y a tellement de symptômes différents, c'est vrai que si je commence à avoir des douleurs qui ne sont pas des douleurs de tendinite, de courbature, de machin, juste que ça me lance, je me dis, c'est peut-être que je suis fatiguée. Si mes muscles ils me lancent comme ça, sans raison, ça aussi, je prends en compte. En fait, je prends toutes les petites alertes que mon corps pourrait m'envoyer. Donc, principalement les douleurs musculaires et la vue. Donc, voilà. Et par rapport à toutes ces douleurs-là que tu peux ressentir, par rapport à ce que tu as vécu l'année dernière vers novembre, quand tu avais beaucoup de stress, la perte de cheveux et tout, est-ce qu'il y a des moments où tu as voulu tout arrêter? Non. En tout cas, si ça est arrivé, ça a duré 2 minutes 30. Non, après, il y a des moments où c'est dur. Bon, là, ces derniers jours, c'était dur d'aller à l'entraînement et un peu de remise en question en me disant, si c'est dur maintenant, qu'est-ce que ça va être dans 3 mois?
Mais si, évidemment, il y a toujours des remises en question, mais elles durent pas longtemps. Une fois que tu y vas et que tu le fais, bah... Enfin, je me dis, j'avance un entraînement à la fois. Tant que je peux avancer, j'avance. Je sais pas si ça va marcher, Mais tu vas voir. mais j'essaie. Mais je vais arriver. Bah, le seul moyen d'en être sûr, c'est de tester. C'est d'essayer. Bah ouais, on est bien d'accord. Et qu'est-ce que ça t'apprend, enfin qu'est-ce que t'as appris sur toi depuis que tu t'es lancé dans le sport et que tu ne fais que repousser tes limites? Qu'est-ce que j'ai appris sur moi? Bah, c'est surtout ce que j'ai appris sur mon corps. Enfin, comme je le disais, il y a 3, 4 ans, jamais j'aurais... Enfin, je me vois encore, j'avais fait le triathlon M de l'Alpe d'Huez, et le lendemain, ou je sais plus, j'avais regardé le L, et je me disais, ils sont tous zinzin. Jamais j'arriverai à faire ça. Et au final, je l'ai fait 2 ans après. Et tu Donc t'es préparé ouais, sur qu'est-ce le que ça bout, m'a... finalement. Ouais. Et qu'est-ce que ça m'a appris? Ben, sur moi, c'est que je suis capable de tellement de choses. Et que je pense qu'il y a encore tellement de choses que je sais pas que je peux faire. Donc ouais. Moi, je pense que c'est le gros, ouais, ça m'a appris que je pouvais faire plein de choses. Et que au final, je pense qu'on en avait parlé la dernière fois, que tout le monde en est capable, c'est juste une question d'envie. On a tous des envies, des passions, des hobbies différents. Et donc, si quelqu'un me dit t'es complètement folle, moi j'arriverai jamais à faire ça, bah si, c'est juste que t'en as pas envie. C'est pas ce qui te fait vivre toi. Mais ouais, donc ouais, ce que ça m'a appris sur moi, c'est que je pouvais aller très loin, mais ça m'a appris aussi que tout le monde peut aller très loin. C'est beau. Je partage totalement ton point de vue. Tant que tu as un objectif qui te fait suffisamment envie, on est inarrêtable. C'est ça. Et en soi, bah voilà, moi, c'est le sport, mais enfin, ça peut être tellement d'autres objectifs différents. Et pareil, bah, ce sera peut-être pas une limite. Enfin, ce sera pas repousser son corps, mais ce sera repousser son mental d'une autre manière. Ouais, on peut toujours aller voir plus loin dans tout. Je te l'accorde. J'ai une tendance légèrement extrémiste où j'ai tendance à tout faire tout le temps à fond. Et tu vois, repousser mon mental, j'étais pas à l'aise devant la caméra, je fais des interviews, des vidéos YouTube. J'étais pas forcément à l'aise à aller au cinéma tout seul, j'ai fait un tour du monde en solitaire. Ouais. Je comprends ce que tu dis. Bah ouais. Bon, en soi, pareil, j'étais pas... il y a 3, 4, non, il y a 7 ans, quand j'ai commencé mes études, du coup, je savais même pas aller... j'étais stressée d'aller de chez moi à la station de métro. Ouais. Alors que maintenant, je traverse Bruxelles en vélo. Ça en fait du chemin parcouru. Donc ouais, je pense il y a toujours moyen d'aller voir plus loin. C'est ça. Mon slogan, je sais pas si tu as vu sur certaines vidéos, c'est ta vie, ton esprit, tes limites. Je trouve que c'est Ouais. tellement vrai. Tu vois, genre, Tu vois, genre, Ouais. c'est toi qui décides. Il y en a qui disent, qui acceptent que ce soit leur limite et c'est ok, tu vois. Mais quand tu l'acceptes pas et que tu veux la bouger, cette limite, bah, tu peux l'envoyer tellement loin. Mais Ouais. tellement loin. Ouais, je suis d'accord. Bah, ça, ça rejoint quand je disais que le mental était, entre guillemets, plus important que l'entraînement. Si tu arrives à repousser ton mental, l'entraînement va suivre. Ouais. Et enfin, c'est un cercle, enfin, ça va dans les deux sens. Mm. Bah, pour moi, le sport va renforcer ton mental, qui renforce ton sport, et C'est ça. c'est une boucle vertueuse. Il n'y en a pas un plus important que l'autre, mais si t'as pas de mental, tu vas nulle part. Ça, c'est sûr. C'est ça. sûr. Donc, Ouais. est-ce que le mental est pas un peu plus important? Ouais, Ouais, Non, parce que si l'entraînement t'as est le important. mental, oui, mais si t'as le mental de t'entraîner. Mm. Donc, Ouais, je suis d'accord avec toi. Et depuis que tu as été diagnostiqué de la sclérose en plaques et que tu as appris à adapter tes entraînements en fonction de ta forme physique,
Mhm. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as adaptées ou que tu as vues autrement dans ta vie? Ce que j'ai adapté déjà, c'est le fait de dormir. En vrai, je dors déjà beaucoup, mais ouais, j'essaie de dormir encore plus. C'est quoi beaucoup Donc et c'est vrai encore que plus en termes de chiffres? pour avoir une bonne nuit, c'est 8-9 heures. Mhm. Bon, c'est pas non plus à l'extrême, hein, mais je sais que on a plus tendance à aller dormir tard ou quoi, mais je pense 22 heures, je suis dans mon lit, au plus tard, 22h30. Mais ouais, déjà ça, alors, bah, ça a un impact sur le côté social, parce que c'est vrai que quand tu veux voir tes amis, ta famille, aller boire un verre, faire un repas, bah c'est vite quelque chose qui finit tard. Donc je dis pas que je le fais pas, hein, mais je sais que les jours où ça arrive, bah, le lendemain je vais être super fatiguée. Donc j'adapte en fonction de me dire ok, bah je vais voir des copains, je vais boire un verre, je fais n'importe quoi. Bah le lendemain je vais essayer de me lever plus tard ou de faire une sieste. D'adapter mon entraînement s'il y en a un le lendemain. Peut-être changer, bah, le lendemain je devais faire un gros entraînement d'intervalle en course à pied, bah, je vais échanger avec mon footing. Ça fait sens. Voilà. Donc ouais, ce que j'ai adapté c'est mon sommeil. Et est-ce que ça a un impact du coup autre Je sais pas. En fait, comme c'est pas... Ouais, c'est pas... Enfin, moi, je le vois pas comme une maladie ou... Enfin, c'est pas comme si j'avais un cancer où je me dis, ah, je vais bientôt mourir et il faut que je fasse plein de choses. Évidemment, je me suis dit, ok, j'ai envie de vivre ma vie pleinement, faire plein de choses, faire plein de voyages, etc. Mais ça a pas non plus remis en question en mode de, faut que je fasse tout au plus vite. Parce que, bah, si, évidemment, je me suis dit, en fait, j'ai remis en question le fait de comment vivre. Je sais pas comment... Genre, Tes j'ai habitudes envie au de faire... quotidien. Au quotidien. Pas forcément au quotidien, mais essayer de me dire, j'ai envie de partir en voyage, j'ai pas les sous. Ouais, mais est-ce que j'aurai l'occasion de faire ce voyage plus tard? L'argent, ça reviendra au final. Donc, ouais, essayer de me dire, si j'ai l'opportunité de faire quelque chose, je le fais. C'est peut-être un mindset que j'avais moins avant. Donc ce serait saisir les opportunités que tu as à l'instant T. Ouais. C'est ça. Et essayer de faire un max. Ouais, faire un max que... Tout ce que je peux faire, le faire. Ça fait beaucoup de choses que je pourrais faire, je pense, mais... Ouais, mais bon, avec le fait de gérer les entraînements, la vie sociale, l'école, tes coachings, après c'est une question de priorité et de choix aussi, quoi. Ouais, C'est en continuant clairement. à avoir cette structure-là que tu vas avoir dans ta vie, faire un maximum d'autres choses. C'est ça. Ouais, ne pas m'interdire, parce que là, je pense que j'aurais tendance à partir dans un cercle vicieux où, comme tu dis, école, travail, entraînement, bah, le côté social, il est déjà un peu bancal. Enfin, il a pas beaucoup de place, quoi. Mais si je reste là-dedans et que je réfléchis pas au fait qu'il faut que je m'arrête parfois et j'ai d'autres choses à vivre dans ma vie, je pourrais tourner en boucle dans ce bloc de travail, entraînement, école. Et donc, ouais, j'essaye de sortir et de me dire, ah ben, ok, peut-être cette semaine-là, en fait, je vais pas travailler, je vais pas m'entraîner et je vais partir en vacances ou même rentrer à la campagne, je sais pas. Faire d'autres choses, quoi. Essayer de ne pas faire que ça. Ouais. Alors moi j'avoue que je sais pas encore faire ça. Genre ne pas faire d'entraînement sur une semaine. Je sais faire les décharges quand il faut, Ouais. mais Je ne le dis, mais pas en c'est faire. important que je le fasse. Hormis après un 160,
Sinon, je sais pas faire. Ouais. Non, après, la récup fait partie de l'entraînement. C'est pour ça, les décharges et les récup, c'est ok. Mais genre, zéro, Une semaine, c'est trop. oh ouais. Moi, une récup, c'est une décharge. Tu vois, Ouais. genre, tu réduis le volume. Après, c'est une question de besoin aussi. Si ton corps réclame pas cette semaine de congé, c'est qu'il en a pas forcément besoin. Après, c'est pas forcément le corps aussi. Moi, personnellement, là, à l'heure actuelle, je sens que physiquement, je suis pas spécialement fatiguée. Enfin, si, mais normalement avec les entraînements. Mais mentalement, je sens que j'ai besoin de faire une pause. Et ça, c'est différent. Ouais, c'est sûr. Parce que quand tu perds ton âme à tes entraînements, Ouais. ouais. J'ai déjà vécu ça aussi. C'est pas facile. Avec tout ce qu'on a vu là, tous les objectifs que tu fais, ton état d'esprit, le fait d'avoir des objectifs, de te fixer quelque chose pour avancer, comment tu pourrais définir ton mindset? Définir mon mindset. C'est dur. T'as un exemple? Un exemple. Moi, C'est quoi ton mindset? mon mindset à moi, par exemple, c'est me fixer des objectifs quasi inatteignables, mais qui font sens et qui me font kiffer le chemin pour les atteindre. Ok. Bah, moi, mon mindset, je pense que je l'ai dit avant, c'est le fait de fixer des objectifs pour me sentir vivre. Et je pense, ouais, ça a du sens avec la maladie, du coup. Le fait de sentir que je vis, en fait, que mon corps, il vit toujours et il fonctionne toujours, c'est ça que je veux dire. Il m'a pas encore totalement lâché et j'espère qu'il ne me lâchera pas. Mais ouais, me sentir vivre. Parce que c'est vrai que, bon, quand j'ai reçu ce diagnostic, encore une fois, du coup, c'est pas comme si on m'avait annoncé un cancer. Mais justement, je me suis dit, bah, c'est pas un cancer. C'est pas quelque chose où je vais mourir. En tout cas, pas tout de suite. Mais du coup, il faut que je vive. Et donc, ces objectifs, ils me font me sentir vivre à fond. Et j'en profite, c'est ça le truc. C'est profiter que je peux le faire. Et que j'ai la chance de pouvoir le faire parce que j'avais reçu, on en avait parlé, un commentaire de quelqu'un qui me disait « Ouais, bah il y a CEP et CEP, donc sclérose en plaques et sclérose en plaques. » Ce qui est pas faux. J'ai la chance, dans ma malchance, de, à l'heure actuelle, ne pas avoir un stade hyper avancé. Ça aurait pu être pire. Pour le moment, je peux courir, je peux faire du vélo, je peux nager, je peux aller faire de la randonnée en montagne, je peux faire plein de choses. J'ai cette chance. Et donc, j'en profite de cette chance. C'est beau. J'aime. Comment tu fais pour définir des objectifs qui font sens pour toi, justement? Tu vois, par exemple, pourquoi tu as choisi de faire un Ironman et pourquoi tu n'as pas décidé d'ouvrir une salle de sport? Comment tu fais pour justement trouver ces objectifs qui te font sentir vivant? Et quel sens tu leur donnes? Déjà, le fait d'avoir un objectif sportif et pas, entre guillemets, matériel, pour moi, c'est différent. Parce que c'est repousser mes limites physiques qui me fait me sentir vivre. Donc, c'est ce que je recherche. Sinon, l'objectif de l'Ironman, il est présent depuis 2020, je crois. Un moment, hein. Il est en tout cas dans ma tête depuis 2020. Avec les réseaux sociaux, donc j'avais commencé à courir, puis j'avais commencé à faire du vélo, et donc, je sais pas, la suite logique des choses, la natation, et donc le triathlon. Et à l'époque, je suis toujours Marine Leleu, et qui me fascinait à fond. Et donc, je me suis dit, ah ouais, moi aussi, je vais repousser aussi loin. Et bah, bon, après, j'ai vu plein de choses, mais à ce moment-là, quand j'ai vu que l'Ironman existait et que c'était le plus gros triathlon officiel, je me suis dit, bah, en fait, vas-y. Moi, un jour dans ma vie, je vais le faire. Voilà, c'est juste quelque chose qui est très présent depuis 5 ans maintenant. Plus de 5 ans. Okay.
Oui, mais de ce que tu me dis là, je vois pas un processus particulier pour définir des objectifs. C'est juste que tu aimes repousser tes limites physiques, tu as trouvé un mastodonte et tu t'es dit, Ouais, je vais aller par là. c'est ça. C'est exactement ça. Ok. Exactement. Il n'y a pas de... En fait, j'essaie de pas me prendre la tête sur ah ouais, qu'est-ce que je pourrais faire comme objectif? Non. Si je tombe sur, par exemple, imaginons le trail, si je tombe sur une course où je me dis, oh, course de zinzin, vas-y, celle-là, je vais la faire. C'est tout. Il n'y a pas de réflexion, de processus. Mais je fonctionne beaucoup comme ça. C'est très sommaire. En 2 semaines, je suis passé de je sais pas courir à je veux faire un marathon, un ultra, un Ironman et un enduroman. Voilà. Je- L'enduroman, ça m'a traversé l'esprit, mais traverser la Manche à la nage, je pense pas. Peut-être un jour j'aurai une mindset, mais il est pas là pour le moment. Je sais pas si je l'ai. Déjà, j'ai pas la technique. Ah, ça va venir, ça s'apprend. Ouais. Ok, donc là, on a vu le mastodonte d'objectifs que tu as là sur l'Ironman. Mhm. Quels autres objectifs ou rêves complètement dingues que tu voudrais faire? Bah, j'y ai pas réfléchi, en fait. J'ai pas... Peut-être une course, je sais pas, en trail, enfin, je sais pas dans quelle discipline, mais quelque chose de super long. Ouais, l'ultra, Ouais. t'ouvres les bras là. Quelque chose de super long où il y a une assistance, il y a vraiment quelque chose qui dure longtemps, où vraiment je vais chercher et je vais pousser encore plus loin. Je sais même pas si, tu sais, un peu dans le style de la backyard, quelque chose où bah, t'as pas de fin, juste essaye d'aller le plus loin possible. C'est ouf, hein. Juste pour voir à quel point, enfin jusque où je suis capable d'aller. Et là, c'est sûr que tu touches à tes limites. Physiques ou mentales, mais tu touches à tes Ah ouais. limites. Ouais, tout ce qu'on veut. Ouais, c'est une backyard, ça me tente bien aussi. Ça me tente de plus en plus, ça backyard. Et par rapport à tous ces objectifs-là, comment tu fais pour pouvoir les financer d'un point de vue d'avoir tes coachs, d'acheter les dossards, de pouvoir te déplacer? Alors, mon coach, je l'ai depuis du coup 2021, 2022. Ça fait 3 ou Je sais 4 ans. pas. 3 ou 4 ans. Donc c'est Soli, Aeroflow sur les réseaux. Ouais, je l'ai depuis longtemps. Et donc au début, c'est mes parents qui me le finançaient. Un peu toujours dans le style, bah, quand on était plus petit, ils nous payaient une activité sportive par an. Bah, c'était mon activité sportive, entre guillemets. Bon là, du coup, comme je commence à travailler sur le côté, j'essaye de me le payer moi-même. Sinon, pour le reste, pour le déplacement, tout ça, c'est pas facile. C'est le triathlon, je pense que c'est un des sports qui coûte le plus cher. Niveau matos, déjà, tu dois te fournir pour 3 disciplines différentes. Surtout le vélo. Et donc, ouais, après, bon, dans ma famille, on roule clairement pas sur l'or, mais j'ai quand même la chance d'avoir des parents qui sont investis dans ce que je fais et donc qui essayent de m'aider autant qu'ils peuvent. Mais par exemple, je sais pas, niveau matériel pour la natation, tout ça, enfin pour tout, j'ai le même depuis. C'est un matériel que j'achète au fur et à mesure depuis 5 ans et j'essaye d'user jusqu'à Jusqu'à la moelle. jusqu'à la moelle. Et ouais, bah, j'essaye comme je peux. En fait, il n'y a pas de... On en parlait au début du podcast, je me suis lancée sur les réseaux. Et au début dans un but purement perso. Et puis là, ben, comme la course est arrivée, enfin l'objectif de l'Ironman est arrivé et que
moi de un, j'ai pris goût au fait de partager ma vie sur les réseaux et que l'objectif de l'Ironman, c'est un coût financier énorme, que ce soit pour la pratique, enfin les entraînements et pour la course en elle-même. Donc l'inscription, le trajet, le logement sur place, il y a plein de choses. Comment dire? La nutrition. Comment je pendant les vais... entraînements. La nutrition, c'est ça le mot que je cherchais. La nutrition, enfin bref, tout l'équipement qui va avec. J'aimerais profiter des réseaux sociaux pour chercher des sponsors. Trouver des sponsors qui sont dans les mêmes valeurs que moi et qui ont à cœur mon projet pour pouvoir m'aider, que ce soit d'une manière financière, mais surtout, comme on a dit, au niveau des équipements, au niveau de la nutrition, qui est quand même assez importante sur ce type d'entraînement qui vont être assez et qui sont déjà assez intenses. Donc là je cherche des sponsors qui voudraient faire l'aventure avec moi et m'aider dans cet objectif. Comment tu fais pour cette recherche de sponsors? Démarchage, t'as des dossiers, une technique particulière? Ouais. Ouais. Donc là, il y a un dossier qui est en train d'être monté. Et donc, je pense aller moi-même, soit en physique si c'est des magasins, des marques assez proches de moi, me présenter moi-même. Ou contacter du coup les magasins, les marques sur les réseaux sociaux. Et donc directement amener mon projet, me présenter et montrer ce que je peux leur apporter, que ce soit la visibilité sur les réseaux, la visibilité au niveau peut-être des équipements, logos, voilà. Il y a un type de marque en particulier que tu aimerais avoir ou tu prends des marques sportives en général ou autres que sportives ou des associations? Ouais, je pense des marques sportives en général. En vrai, je suis pas du tout fermée à autre chose. Évidemment, je prends ce qu'on me présente. Après, je veux rester dans mes valeurs. Donc, si une marque me propose quelque chose que cette marque n'est pas du tout dans mes valeurs, même si je suis au fond du trou, je n'accepterai pas. Ce serait quoi les valeurs que tu voudrais absolument respecter et qu'une marque pourrait ne pas respecter? C'est des valeurs au niveau politique, au niveau écologique, au niveau... voilà, si je sais qu'ils soutiennent des causes qui ne sont pas en accord avec moi, je ne prendrai pas. Ça fait sens. Voilà, même si... Imaginons, je sais pas, cette marque-là, c'est la seule marque qui me propose quelque chose, mais elle soutient une cause que je veux pas du tout, bah tant pis, je prendrai pas et je me démerderai d'une autre manière. C'est courageux, surtout si t'es au fond du trou. Ouais. Dans tout ce que tu partages sur les réseaux, qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de ton parcours en général? Que même en partant de très loin, enfin de très bas, on peut aller très loin. Je pense que ça, c'est le truc principal. C'est vraiment que n'importe qui, en étant au plus bas, peut aller très loin. Et évidemment, on a tous des freins, on a tous des obstacles, certains plus gros que d'autres, mais on peut aller très loin à notre manière. Et pour toi, croire en soi, on en parle souvent, on croit en toi, machin, crois en tes rêves, concrètement, ça représente quoi pour toi? En fait, je pense, je sais pas si je vais répondre à la question, mais de se dire, en fait, faut pas voir trop loin, enfin si, d'une certaine manière, mais si je me dis... Je vais prendre la traversée de la Manche. Je vais dire, je vais traverser la Manche, enfin j'aimerais traverser la Manche l'année prochaine. Bah là tout de suite je me dis, j'en suis pas capable, je
j'y arriverai pas en fait. Mais c'est de se mettre, de se dire, ok, bah, je vais aller m'entraîner cette semaine une fois. La semaine prochaine, je vais essayer d'y aller 2 fois. Je vais faire un peu plus long la semaine d'après. Et ainsi de suite. Et je pense que c'est ça, croire en soi. Savoir, bah, cette semaine, je peux faire ça. Semaine prochaine, je pourrais faire ça. Et ainsi de suite. Croire en soi, c'est savoir, sur le moment, je peux le faire. Et au fur et à mesure, tu pourras faire un peu plus. Et un peu plus. Et un peu plus. Et ouais, en soi, j'ai pas de méthode pour dire... c'est facile de dire, ouais, crois en toi. C'est comme, arrête de stresser. Ah, pardon, d'accord. Je vais faire ça. Non, c'est pas facile. Et je pense que c'est... Avoir un gros objectif dans sa vie, c'est important. Mais des petits objectifs, c'est ce qui te permettra de croire en toi et d'avancer jusqu'à ton gros objectif final. Et si tes petits objectifs sont une décomposition de ton gros, ça marche? Dans ce que tu me dis? Oui. C'est mieux. Évidemment. C'est mieux. C'est pas plein de petits qui n'ont rien à voir. Non, c'est ça. C'est vraiment... Ben, en soi, si je prends l'exemple de l'Ironman qui est dans ma tête depuis des années, bah d'abord j'ai commencé par un sprint. J'en ai fait plusieurs. Et un sprint, puis, c'est j'ai un fait- triathlon format sprint, format S. C'est ça, ouais. Puis après, bah, j'ai fait un distance olympique. Puis je me suis dit, ok, je peux le faire. Donc j'ai été voir un peu plus haut, et ainsi de suite. Et peut-être que j'aurais réussi si j'avais directement mis l'objectif de l'Ironman alors que j'avais pas encore commencé le triathlon. Mais ça aurait été beaucoup plus dur, et je sais pas si mentalement j'aurais cru en moi jusqu'à la fin. Ouais, je comprends. Ok, donc, pour toi, croire en toi, c'est avoir un gros objectif pour C'est atteindre, ça. enfin, construire sa confiance en soi pour atteindre cet objectif-là, en travaillant Ouais. dessus au quotidien. C'est vraiment le step by step. C'est le... Ouais, je pense que c'est... Si je devais résumer une phrase, c'est vraiment step by step. Petit à petit, tu construis ta confiance en toi par des petits entraînements, des petits objectifs. Qui te permettent ouais, de pouvoir aller viser plus haut après. C'est ça. Ok. Bon, pour toi qui es une pipelette, on arrive sur une partie yes-no questions. Donc, oui ou non. Ok. T'es prête? Ok. Est-ce que tu as des regrets de choses que tu aurais voulu faire et que tu n'as pas fait? Oui. Est-ce que tu as des regrets de choses que tu as faites? Non. La question d'après, c'est t'en as le plus dans lequel, mais là, du coup. Est-ce que tes prochains objectifs sont alignés avec la personne que tu veux devenir? Oui. Est-ce que tu es confiante sur ta capacité à atteindre ces objectifs-là? Oui. Pourquoi? Pourquoi? Parce que mon corps m'a prouvé que je pouvais faire plein de choses. Donc, pourquoi pas celui-là? As-tu peur de tes prochains objectifs? Oui. Pas mentir. Ouais, je comprends. Est-ce que ce soit dans le sport, le business, le mindset ou autre, est-ce que tu es pour toujours aller plus loin? Je pense que j'ai la réponse, mais... Oui. Est-ce que c'était le meilleur interview de toute ta vie? Bah, c'était la seule, donc oui. Tu peux me refaire la réponse sans le c'était la seule, ça me va. Comme je te l'ai présenté la première fois qu'on a échangé ensemble, moi je me lance dans l'accompagnement de personnes qui veulent passer le next step, qui veulent oser franchir enfin, franchir une étape dans leur vie pour aller chercher de nouveaux objectifs. Et ce qui revient souvent, c'est qu'ils sont bloqués à une étape. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui est bloqué à une étape et qui veut passer un cap? Déjà, quelle étape? Je pense que c'est différent. Et si on est bloqué à une étape, c'est que celle avant... Enfin, c'est que elle n'est pas finie, l'étape. Intéressant. C'est vouloir aller trop vite, entre guillemets. Si moi, j'ai pas du coup d'exemple d'étape, mais je veux aller plus loin, j'y arrive pas, bah, c'est quelque chose qui n'a pas été validé avant.
à l'étape d'avant ou à l'étape actuelle, il manque quelque chose. Donc c'est peut-être se remettre en question de « Ok, j'ai fait tout ça, j'ai fait ça, ça, ça. Je veux aller là. Comment ? Qu'est-ce que je peux remettre en place pour pouvoir atteindre cette étape ?» Par rapport à ton objectif d'Ironman, ça serait je commence le triathlon, je vais faire l'Ironman dans 6 mois, j'arrive pas à faire l'Ironman, et c'est parce qu'on n'a pas été suffisamment loin dans l'entraînement. On n'a pas pris suffisamment le temps de s'entraîner. Ouais, une question d'entraînement où voilà, je veux faire l'Ironman, mais j'ai jamais fait de triathlon, mais je suis bloquée, je sais pas quoi faire. Fais un sprint, fais un format S, fais une distance un peu plus grande. Ok, t'as fait ça. Essaye d'aller voir un autre, et puis au fur et à mesure, t'arriveras à cette étape de l'Ironman. En fait, ça rejoint le step by step. Ce que j'allais dire, c'est refaire des étapes intermédiaires, en fait. C'est ça. Si t'arrives pas de sauter d'une étape à une autre étape, fais une étape intermédiaire. Ok. Donc ton conseil, en résumé, ce serait de viser une marche intermédiaire plutôt que de viser la grande marche. C'est ça. Arrête de vouloir escalader un mur, prends l'escalier. Voilà, c'est ça. C'est comme... là, on sort du sport, mais c'est une bonne image. Je veux arrêter de fumer. C'est pas le lendemain, j'arrête de fumer totalement. Personne qui fume depuis des années, impossible. Et donc, il va pas le faire. Il faut une étape entre. Se dire, ok, là, pour le moment, je fume un paquet. Demain, j'en fume 2 en moins. 2 cigarettes. Ouais. Ok. Sinon, ça fait... Ouais, d'accord. Pour un prochain interview comme ça, avec qui tu pourrais me mettre en lien pour... Attends, je la refais. Avec qui tu pourrais me remettre en... Putain, j'y arrive pas. Avec qui tu pourrais me mettre en lien... Wow, elle est dure celle-là. Avec qui tu pourrais me mettre en lien pour un prochain interview? Ah, waouh. De quelqu'un que tu voudrais voir répondre à ces questions, évidemment. Ouais. Qui est-ce que... Je vais regarder dans mes... Qui est-ce que je regarde? Me dis pas Marie Leleu, hein, c'est déjà en cours de montage. C'est déjà fait. Je pense que c'est une marine aussi. Ma vie est entourée de marines, c'est dingue. Ça me dit quelque chose... non, je connais pas. Elle fait aussi, elle fait de la course. C'est pas du triathlon, du coup, c'est vraiment de la course. Elle a fait l'ultramarin, par exemple. Mhm. Voilà, c'est une fille que je suis depuis 3 ans aussi, je pense. Et j'adore sa manière de penser et de repousser aussi ses limites. Intéressant. Tu m'enverras son Instagram, je la contacterai. Ça marche. Dernière question, je t'en ai parlé un peu tout à l'heure. Mon slogan, c'est ta vie, ton esprit, tes limites. Qu'est-ce que ça t'évoque? Qu'est-ce que ça m'évoque? Déjà le fait de vivre pour soi et donc ne pas compter sur le regard et la vie des autres pour pouvoir avancer et se concentrer sur repousser ses propres limites pour aller voir plus loin. Je pense que ouais. Après, je pense que ta phrase là, elle résume tout ce qu'on a dit pendant l'interview. Ouais, elle résume beaucoup de choses. Je l'aime beaucoup, cette phrase. J'ai mis du temps à la trouver. Mais ouais, c'est ta vie. Enfin, quand tu dis la phrase, ça me fait penser au début où j'avais peur de me lancer sur les réseaux, j'avais peur de sortir, prendre le métro, enfin bref, et que à l'heure actuelle, je fais plein de choses et je veux faire un Ironman. C'est grâce à moi. C'est ma vie, c'est moi qui ai repoussé les limites. Donc ouais. J'aime bien. Ok. Bah écoute, merci à toi. C'était très sympa comme échange. On a terminé toutes les Avec questions. plaisir. Parfait. J'espère que cet échange t'a plu, qu'il t'a fait réfléchir ou même qu'il a pu t'inspirer à passer à l'action. Je te laisse me le dire en commentaire et pense à bien t'abonner pour les prochains épisodes. Que tu crois en toi ou non, dans les 2 cas, tu as raison. C'est à toi de choisir ce que tu décides de croire. Alors qu'après tout, c'est ta vie, ton esprit et tes limites.